célèbre arrêt Tribunal des conflits de décembre 1902, Société immobilière Saint-Just. Un texte qui se résume en l'énoncé de 4 principes considérés comme une pièce définitive de la théorie de l'acte administratif. Pièce jamais usée, jamais rouillée, que les différentes éditions des grands arrêts, dont la notice sur Saint-Just est certainement, depuis la première édition, la moins remaniée, comme une éternelle vérité du droit administratif français. Pourtant, mesdames, messieurs, lorsque Romieux, par cet après-midi de décembre 1902, habit noir, cravate blanche, comme le veut l'usage de l'époque, approche du pupitre du commissaire du gouvernement, il a sans doute en tête d'autres pensées que celle de faire œuvre de doctrine pure. Il sait qu'en 1880, il y fera d'ailleurs une pudique allusion, et ses conclusions valent autant par ses silences et ses allusions que par son contenu. Il sait que cette salle dans laquelle il va prononcer ses conclusions sous les vociférations et les huées, dans des conditions de délibération inouïes, aura été pris dans des affaires exactement semblables, des décisions qui ont définitivement ruiné auprès du monde catholique et bien plus largement la confiance dans la juridiction administrative française. Mais il sait aussi que le 17 février 1902, donc quelques mois plus tôt, le gouvernement a été interpellé à la Chambre sur un avis du 23 janvier 1902, rendu par le Conseil d'État sur une question étroitement liée, et que l'on a posé encore une fois la question de la légitimité de la juridiction administrative. Il sait enfin qu'au moment même où il prononce ses conclusions, se poursuit un débat sur un texte qui doit apporter une solution juridique aux situations qui font l'objet même du conflit et qui deviendra la loi du 4 décembre 1902, promulguée donc 2 jours après la lecture de l'arrêt du tribunal des conflits. C'est qu'en effet, il n'y a certainement pas arrêt plus stratégique, arrêt plus enchâssé dans les soubresauts de la vie politique française et conclusion d'une force symbolique formidable pour la République. C'est bien là cette situation unique qui nous rend en partie possible l'analyse des conditions de fabrication de ces conclusions. Revenons donc au texte. Ce texte fort long, mais Romieux n'est pas avare de pages dans certaines conclusions. Nous connaissons des conclusions en matière de marché qui comportaient plus de 20 pages. Romieux, selon son habitude, fait un rappel très épuré des faits. Mais là aussi, cette épuration a une grande valeur symbolique, nous verrons pourquoi. Et dans ce rappel très épuré des faits est suivi, comme il en a l'habitude, par l'exposé de la question de droit. L'exposé de la question de droit, c'est la question
de l'exécution forcée des actes administratifs. On peut donc définir l'exécution forcée par la voie administrative, un moyen empirique, justifié légalement, à défaut d'autres procédés, par la nécessité d'assurer l'obéissance à la loi. Empirique, à défaut d'autres procédés, une espèce de subsidiarité honteuse qui ne peut se comprendre que par les circonstances générales de l'affaire. Ensuite, Romieux, très curieusement, nous explique que pour résoudre la question de la légalité de l'exécution administrative, deux systèmes sont possibles. Deux systèmes sont possibles et qu'il faut choisir en opportunité selon la tradition française. Selon la tradition française qui, naturellement, est incarnée par la jurisprudence administrative du Conseil d'État depuis 30 ans. Cet exposé se termine par les célèbres 4 propositions, 4 principes. Il faut que l'opération administrative pour laquelle l'exécution est nécessaire ait sa source dans un texte de loi précis. Il faut que par suite de résistance à la loi ou à l'acte de puissance publique, il ait lieu à exécution forcée. Il faut que l'absence de sanctions pénales rende nécessaire l'exécution par la voie administrative. Il faut que les mesures d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite par la loi. Grand moment avant d'examiner la validité de ces 4 principes, grand moment doctrinal, il ne fait aucun doute, puisque là, Romieux, on ne peut pas lui retirer, et le premier parmi la doctrine, pardon, j'ai 3 heures d'amphi dans les pattes et je suis un peu... le premier dans la doctrine organique, mais le premier aussi par rapport à la doctrine universitaire, à avoir conçu l'autonomie de l'opération d'exécution forcée que ensuite Oriou aura beau exploiter comme opération à procédure. Mais il y a là manifestement un progrès considérable qui n'est pas simplement un progrès dans l'analyse juridique, mais vous le verrez, un progrès capital pour la solution de l'affaire. Ces 4 principes énoncés, ils constatent avec émerveillement qu'ils sont en adéquation parfaite avec les conditions de déroulement de l'opération d'exécution forcée consistant en une mise sous scellé d'un immeuble occupé par un établissement congréganiste, et il en tire tout naturellement la conséquence que l'arrêt de conflit qui a été élevé et qui, le préfet revendiquant la compétence administrative pour le contrôle de la légalité de l'opération d'exécution forcée, que l'arrêt de conflit est confirmé. Quelques remarques tout de même
sur la structure de ces conclusions, qui tranche avec le déroulement normal, enfin habituel, je dirais, des conclusions de Romieu. Un énorme préambule principiel qui ne comporte aucune référence jurisprudentielle, qui est l'exposé intemporel du droit public français. Et puis ensuite, la démonstration que les 4 principes dégagés conviennent parfaitement à la situation, permettent parfaitement de trancher le conflit. Et là, nous y trouvons des références jurisprudentielles. Et des références jurisprudentielles qui ont aussi leur sens, plus exactement, dont les lacunes ont un sens très lourd. Il n'y est question que d'occupation temporaire, de travaux publics. Il n'y est question que de comblement de fossés, de travaux effectués d'office sur des masures, comme si, dans cette matière, il n'y avait eu aucune jurisprudence. Simplement, à la simple lecture, on apprend que, en 1880, le tribunal des conflits aurait eu à connaître d'une affaire. L'arrêt n'est même pas cité. Et vous, de manière allusive, Romieu vous dit, vous avez eu à juger déjà une affaire. Voici. Lorsqu'il a prononcé ses conclusions, après avoir prononcé ses conclusions, Romieu pouvait se dire satisfait. Il avait incarné la fonction de commissaire du gouvernement, je dirais, dans toute l'ambiguïté de sa dénomination. Il avait été commissaire de la loi, commissaire du droit public, d'une loi que l'on ne connaissait pas, d'un droit public qui était chaotique, mais il était aussi suffisamment proche du gouvernement, et même très proche. Et ces conclusions prennent immédiatement la forme d'une doctrine officielle. Rares sont les conclusions qui ont eu une publication aussi massive. J'en ai fait certainement pas le tour. Le Bon, le Dalloz, le Siret, les Pendex françaises, la Gazette des tribunaux, la loi, le droit, le journal de droit administratif qu'on ne lisait déjà, qu'on ne lisait vraiment plus à l'époque, la revue générale d'administration, et il doit bien y en avoir ailleurs. Cette publication n'est évidemment pas sans signification. Elle n'est pas sans signification parce que, sans doute pour la juridiction administrative, c'est un immense soulagement, pour le gouvernement aussi. C'est aussi, il faut le dire, une sorte d'assimilation des conclusions à l'arrêt rendu. Plus exactement, une substitution des conclusions à l'arrêt rendu. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure,
cet arrêt, que personne ne lit, a lui aussi une grande valeur symbolique. Pourtant, la réussite de l'exercice ne doit pas abolir le droit de critique et le droit d'analyse, et je voudrais essayer au moins de reconstituer quelques éléments de ce que j'ai appelé la fabrication. J'aurais pu dire composition si ça avait été un exercice purement juridique. Mais non, c'est une fabrication. Fabrication parce que il y a plein de silence, plein d'éléments extérieurs et incertains, plein de pression et plein de contraintes. Quand on pense que l'on nous présente cet arrêt comme l'une des pures productions du Conseil d'État. Et c'est bien évidemment sur les impuretés que j'insisterai. Pour résumer mon propos à venir, je dirais d'abord que ces conclusions procèdent d'un travail de double abolition. Abolition de la conjoncture politico-administrative dans laquelle cette affaire est enchâssée. Abolition du désordre du droit administratif et de l'incapacité autant des membres du Conseil d'État, sauf un, nous le verrons, et de la doctrine de bâtir une théorie de l'exécution des actes administratifs. Et puis, après avoir examiné ce travail symbolique, je voudrais vous dire quelques mots sur sa réception dans le milieu des facultés de droit. Abolir l'abolition d'abord de la conjoncture politico-administrative. Il ne fait absolument aucun doute que dans cette affaire, Romieux se voit confier un travail de réhabilitation du tribunal des conflits et de la juridiction administrative, Mais pour cela, il faut revenir, car rien ne peut se comprendre, et je vous demande de me pardonner cet excursus purement historique. Vous allez voir qu'il donne de la juridiction administrative des images que l'on a un peu oubliées. Il faut revenir en 1880. En 1880, plus exactement, à ce fameux ordre du jour de la Chambre des députés du 17 mars 1880, qui invitait le gouvernement à appliquer les lois relatives aux congrégations non autorisées. C'était la première étape de cet enchaînement qui aboutira jusqu'à la loi du 7 juillet 1904, qui expulse de l'enseignement public les instituteurs et enseignants congrégalistes. L'ordre du jour est voté et dès quelques
jours plus tard, sont adoptés des décrets, les fameux décrets de 1880 du 29 mars 1880. Décret du 29 mars 1880 qui décrète que les jésuites, que l'association non autorisée dite de Jésus a un délai de 3 mois pour se dissoudre, et que toute congrégation ou communauté non autorisée est tenue dans un délai de 3 mois à dater du jour de la promulgation du présent décret de faire les diligences ci-dessous spécifiées à l'effet d'obtenir la vérification et l'approbation de ces statuts et règlements. Affaire qui, même de nos jours, si ces textes étaient pris, qui serait considérée comme une affaire de police un peu importante, mais enfin, rien de plus. Il ne faut pas oublier que ces décrets vont ouvrir une guerre. Une guerre, mais je ne parle pas des troubles civils, mais une guerre juridique, exclusivement, enfin très largement juridique. Pour comprendre les enjeux, et on ne les imagine plus maintenant, il faut savoir quel est le poids sociologique des adversaires. Je vous rappellerai que les congrégations d'hommes à la date de 1880, les congrégations d'hommes non autorisées sont au nombre de 394 et regroupent 7444 congréganistes, que les congrégations de femmes sont au nombre de 602 et regroupent 14 000 congréganistes. Quant aux congrégations autorisées d'hommes, elles regroupent 22 000 congréganistes et de femmes 113 000. L'opération de police, on peut l'imaginer, va se révéler difficile. Les choses se déroulent d'une manière, la manière bien connue. L'administration préfet somme les congréganistes d'évacuer les lieux dès que l'absence d'autorisation est constatée, et évacuation des lieux et apposition de scellés sur les locaux qu'ils occupent. C'est là, dès le lendemain de ces opérations, qui se font avec une rapidité extraordinaire, s'ouvre la guerre juridique. La plus grande lutte juridique du siècle, nous disent messieurs Rouffray et Crouzas-Crétet, anciens auditeurs au Conseil d'État, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Et donc, le monde catholique se mobilise. Et ce qui caractérise, je dirais, la cruauté de cette guerre juridique, c'est que les arguments de droit sont assez faibles. Plaçons-nous du côté du gouvernement. C'est indiscutablement le gouvernement qui est
en situation avantageuse. Car les décrets visent, loi de 90, etc., et puis surtout deux dispositions qui n'appellent aucune interprétation particulière. C'est l'article 11 de la loi du 18 Germinal an 10. Ce sont les fameux articles organiques du Concordat qui portent « Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leur diocèse des chapitres, cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. » Et puis, un décret de loi, baptisé décret-loi du 3 Messidor en 12, qui prononce la dissolution immédiate de la congrégation association connue sous le nom des Pères de la foi, d'adorateurs de Jésus ou pacanaristes, et porte que seront pareillement dissoutes toute autre agrégation ou association formée sous prétexte de religion et non autorisée. Voilà la base. La base paraît un peu faible d'ailleurs, et ce gouvernement, et surtout dans les débats parlementaires, se fondera très largement sur le droit public d'Ancien Régime, autrement plus explicite sur la situation précaire des congrégations. Reste, et c'est une chose assez caractéristique, qu'il n'y a pas de loi. Pas de loi. Or, nous sommes sous la Troisième République. Il faut des lois, il nous faut des lois. Et le fanatique des lois fondant l'action administrative, nous le verrons, c'est Barthélemy. Il nous faut des lois. Et c'est le sentiment général, la faiblesse le gouvernement se sent faible parce qu'il n'a pas de loi. Il en trouvera une, vous le savez. Il en fera voter une, c'est la loi de 1901. Nous y reviendrons, puisqu'elle est à l'origine très directe de notre conflit. Donc, voilà pour le gouvernement. En face, on se mobilise. On se mobilise et le document, le document qui va servir de guide à toutes les actions qui vont être innombrables, vous imaginez, vu la population concernée et sa dispersion sur le territoire, c'est la consultation du bâtonnier Rousse qui est publié très rapidement, énorme document vide, très largement vide. Mais la consultation Rousse, en 3 jours, attire, je dirais, l'adhésion de 2000 avocats. Et au moment du contentieux que je vais évoquer devant le tribunal des conflits, il y a plus de 3500 juristes qui ont adhéré à cette consultation sur laquelle je vais revenir. Les facultés de droit. Eh bien, les facultés de droit sont étonnamment muettes. Les facultés de droit sont étonnamment muettes, d'ailleurs, comme les facultés catholiques. Il suffit de lire les revues des institutions catholiques et du droit
de l'époque, revue qui est l'organe des facultés catholiques, pour mesurer, dans le compte-rendu de la conclusion rousse, la consternation des vrais juristes. Consternation des vrais juristes qui voient bien que l'argumentation ne vaut, disons-le, ne vaut rien. Seulement, dans l'Ouest, une voix va s'élever, celle du plus grand juriste de l'Ouest, c'est évidemment de Molonve, qui se lève et qui adhère à la consultation. Et là, tout change. Ciel, j'ai pas. Je cherche l'adhésion, parce que je ne peux pas. L'adhésion motivée de M. de Molonve. Je vous donne, c'est du meilleur de Molonve. C'est-à-dire, c'est absolument épouvantable, mais je dois vous lire tout de même. Le début commence comme ça, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Tout a été dit et bien dit sur les questions que soulève l'application des décrets du 29 mars 1880, d'abord dans la célèbre consultation de messieurs Vatimesnil et Berryer. En réalité, la consultation rousse n'apporte rien à la consultation Vatimesnil, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est demeurée comme un modèle de dissertation juridique. Ensuite, dont la non moins remarquable consultation de notre honorable confrère, maître Rousse, qui en formera désormais l'inséparable complément. Alors vient là un rappel de textes les plus divers, mais venons-en à l'argumentation frappante de Molonve. De Molonve imagine un congréganiste en face d'un officier de police administrative. Et voilà l'argumentation. Un officier de police administrative mettra les scellés sur la porte d'une maison et dépossédera le propriétaire. Point d'exclamation. J'invoque la longue possession, dira l'expulsé. On lui répondra, la tolérance ne prescrit pas contre le droit de haute police. J'invoque mes droits de citoyen français. On lui répondra, vous obéissez peut-être à un supérieur étranger. Je suis né libre, sur une terre libre, et je n'ai violé aucune loi. On lui répondra, vous êtes suspect. Je demande des juges. On lui répondra, entre vous et le pouvoir, il n'y a pas de juge. L'acte gouvernemental ne comporte pas de contentieux. Je subis la force, mais j'agirai en responsabilité civile. On lui répondra, le ministre couvre ses subordonnés et le décret couvre le ministre. Contre un acte gouvernemental, il n'y a pas de responsabilité civile. Nous le répétons, et c'est là, il en faut. Si une loi existe, elle doit être claire et formelle. Ça, il n'y en a pas. Nous la trouverions sous la Constitution impériale. Nous la trouverions sous la Charte de 1814. Il nous la faudrait trouver claire et formelle sous un gouvernement constitutionnel, monarchique ou républicain. Eh bien, nous ne la trouvons nulle part. Et voilà à peu près l'eau dont est faite cette adhésion. Mais plus sérieusement, il faut en revenir à la consultation Vatimesnil qui date de 1845, rédigée par Vatimesnil, Berryer et quelques autres, dont notre honorable collègue par-dessus. Et cette conclusion bien plus sérieuse, et d'ailleurs parce qu'elle est sérieuse, montre, met bien en relief la faiblesse juridique des positions du monde congréganiste. Elle se résume en 3 propositions. Qu'aucune loi actuellement en vigueur ne prohibe la vie en commun des personnes appartenant à des associations religieuses non reconnues, et ça c'est bien vrai, il n'y a pas de
formellement de loi, que lors même qu'il existerait des lois portant une telle prohibition, l'autorité n'aurait pas le droit de procéder à la dissolution par voie administrative. Et là, les choses sont plus intéressantes. Vatiménil nous dit est-ce qu'on peut dissoudre certaines congrégations sous prétexte qu'elles ne sont pas reconnues? Eh bien non, ce sont des congrégations de fait. Il n'y a pas à les dissoudre. Si, puisqu'il n'y a pas de personne morale, si on exécute une quelconque mesure de dissolution, on portera nécessairement atteinte à la liberté individuelle des membres de cette association de fait. Et puis, troisième proposition, et là nous sommes plein dans le sujet, la dissolution par voie administrative serait dans l'application, une mesure impraticable et sans résultat possible. Et c'est là où les choses deviennent cocasses. C'est que Vatiménil est bien obligé d'admettre, nous sommes en 1845, et vous verrez ce qu'il en est de l'exécution forcée à cette époque, que le gouvernement peut bien procéder à l'exécution forcée. Seulement, nous dit-il, l'exécution forcée, elle n'aboutira à aucun résultat. Parce que si on expulse un congréganiste d'un immeuble, il ira se réfugier dans un autre immeuble. Alors faudra-t-il fermer tous les immeubles sur le territoire français? Et la conclusion est absolument merveilleuse. Ils disent, sous l'Ancien Régime, le Parlement de Paris était au moins conséquent sur un point. Le Parlement voulait qu'en France, la vie commune fût interdite aux jésuites. Et pour arriver à ce résultat, il les frappait d'exil et les menaçait de poursuites extraordinaires. Donc tant qu'on n'exilera pas les congrégationnistes, eh bien, aucune mesure d'exécution forcée. Voilà donc les armes juridiques, du monde congrégationniste. Pour me résumer, devant tous les tribunaux, une même argumentation sera avancée. Il n'y a pas de loi interdisant ou ordonnant, que sais-je, l'expulsion, la dissolution des congrégations. Donc les décrets de 80 n'ont pas de base légale. Il y a nécessité de saisir le juge, et le juge, exclusivement le juge civil, le juge judiciaire, le juge de la propriété, essentiellement évidemment par voie de référé. Et puis, troisième argument, il n'y a la position de scellé n'est autorisée par l'administration, n'est autorisée par aucune disposition. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Concrètement, toute cette argumentation revient à nous dire que nous avons affaire à une, pour parler le vocabulaire d'Oriou, à une voie de fait par manque de droit. Et c'est ce qui sera plaidé massivement partout. L'exécution, la position des scellés est un acte manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'administration, comme d'ailleurs les décrets de dissolution. Et c'est là ce qu'il faut bien voir, et on mesure rétrospectivement l'immense progrès de la conception de Romieux,
c'est que personne ne voit que la question de l'exécution forcée de l'acte est une opération qui est susceptible d'un contrôle légal, d'un contrôle de l'égalité autonome. L'exécution forcée, elle est contenue dans les effets juridiques de l'acte. Ce qui fait qu'il faut attaquer l'acte, et à ce moment-là, et faire constater que l'acte est constitutif d'une voie de fait pour arrêter le tout. Et après tout, dans son coin, Henriot raisonnait exactement de la même manière lorsqu'il faisait de l'exécution forcée une conséquence indissociable du privilège du préalable. Argumentation donc très faible. Argumentation très faible, mais là n'est pas la question pour le pouvoir républicain. C'est que, argumentation faible ou pas, il y a une réaction massive du juge judiciaire en faveur des congrégations. Le juge judiciaire n'entre pas dans les détails de la théorie de l'exécution de l'acte administratif. Il est protecteur des biens et des libertés individuelles. Il y a atteinte aux biens et aux libertés individuelles. On lance des ordonnances de référé contre le préfet en vue de la réintégration des congréganistes dans les immeubles évacués. Et c'est une véritable, effectivement, guerre juridique dont nous avons tous les détails grâce à un ouvrage, à l'ouvrage que j'ai déjà cité de Crouzas et Auffray, Les expulsés devant les tribunaux, qui est un ouvrage d'un millier de pages, qui est le recueil des décisions judiciaires relatives à l'exécution des décrets. Et nous avons là, dans 130 décisions qui ordonnances, le plus souvent en référé, ordonnances de référé qui repoussent, qui ordonnent la réintégration des congréganistes. Donc, là, nous avons un mouvement judiciaire tout à fait extraordinaire. À cela s'ajoutent évidemment les brides scellées. Beaucoup de propriétaires, s'ils abritaient des congréganistes, c'est qu'ils étaient de leur parti, ont arraché les scellés et se sont retrouvés devant le juge pénal pour être condamnés, en vue d'être condamnés pour bride scellée, violation de l'article, en vertu de l'article, sur le fondement de l'article 249 du Code pénal. Et relaxe massive de ces propriétaires, au motif que la rébellion, en l'espèce, était fondée. Nous y reviendrons, parce que ça donne lieu à un petit moment du droit public français. Relaxe massif. Il faut dire que lorsqu'on lit les
surtout les ordonnances de référé, il est bien difficile de distinguer entre l'acte judiciaire et le libelle contre les abus de pouvoir. Il y a vraiment des ordonnances de référé qui sont de véritables insultes au gouvernement. Donc une réaction s'impose. Quelle est la réaction du pouvoir? La réaction du pouvoir, c'est de lancer immédiatement, de demander au ministère public de déposer des déclinatoires de compétences devant toutes les juridictions saisies. Et cela, c'est quelqu'un que nous allons retrouver dans quelques instants, c'est évidemment le garde des Sceaux de l'époque, un certain Jules Cazot, qui envoie une circulaire au procureur général, une circulaire, je dirais, particulièrement agressive. Le procureur général devra se tenir prêt à surveiller en personne, comme le préfet, l'exécution des arrêtés de dissolution à l'effet de pourvoir avec lui au maintien de l'ordre, de faire constater les délits qui pourraient se produire et d'en assurer la répression. Les mesures qui devront être prises par l'administration pour l'évacuation des établissements peuvent provoquer des résistances individuelles ou collectives. Elles peuvent amener des manifestations en sens contraire, favorables ou hostiles. Les résistances peuvent donner lieu à des délits d'outrage ou de rébellion envers les agents chargés de l'exécution. Les manifestations, si elles se produisent, peuvent aussi donner naissance à divers actes délictueux. Ces délits devront être constatés et poursuivis de la même manière, avec la même célérité. Et les résistances de fait ne sont pas les seules à prévoir. On tentera sans doute de paralyser ou retarder l'action administrative par des procédures dilatoires introduites sous la forme de référés d'actions civiles ou même de poursuites correctionnelles dirigées contre les agents chargés de l'exécution. L'autorité administrative, en pareil cas, présentera immédiatement un déclinatoire et élèvera, s'il y a lieu, le conflit. Il est de jurisprudence certaine que le conflit peut être élevé devant le juge des référés en correctionnel, etc. Et, évidemment, viennent devant le tribunal des conflits une bonne centaine de déclinatoires. Une bonne centaine de déclinatoires. Devant le tribunal des conflits, qui va, pour la première fois, juger de ces conflits le 4 novembre 1880. Dans une ambiance particulièrement lourde, parce que, quelques mois plus tôt, par un décret du 14 juillet 1879, le gouvernement avait procédé à une épuration lourde du Conseil d'État. Épuration lourde qui était liée à ces affaires. Plus exactement, avait été porté devant le Conseil d'État un nombre considérable de recours contre des décisions qui frappaient des congréganismes enseignant dans des établissements publics, cette fois-ci. Et le gouvernement avait vite compris que ces recours ne seraient pas jugés comme il fallait. En conséquence, on procède à une épuration très lourde qui conduit à une décapitation totale du Conseil d'État. On révoque 9 conseillers d'État sur 22, dont le célèbre David de l'arrêt Blanco, on comprend pourquoi il a disparu, 6 maîtres d'Erquette, et cela entraîne des démissions en chaîne. Et surtout, les démissions
des 4 présidents de section, dont Léon Aucoq. Et des démissions d'auditeurs, dont les fameux Auffray et Crozas, qui ont compilé les jugements. C'est donc dans cette atmosphère que se réunit le tribunal des conflits qui va juger les premiers déclinatoires de compétences. Et on prend une affaire évidemment symbolique, la plus lourde, c'est l'évacuation des jésuites de leurs établissements à Lille. C'est l'affaire Marquigny du 4 novembre 1880. La stratégie est simple, tout ce contentieux doit échapper au juge judiciaire et être porté devant le juge administratif régénéré il y a 6 mois. Évidemment, une opération pareille ne peut se faire que si le tribunal des conflits est présidé par le garde des Sceaux, qui n'est autre que le fameux Cazot dont je viens de vous lire. Ce tribunal des conflits, il est composé donc de Cazot, garde des Sceaux, Paul Pont, Alméras Latour et Barbier, conseiller à la Cour de cassation, Laferrière, Brown et Collet, conseiller d'État, Tardif, ancien conseiller à la Cour de cassation, et Lavenay, ancien conseiller d'État. Et évidemment, les choses commencent fort, comme on dirait de nos jours, puisque le révérend père Marquigny et consorts demandent la récusation du garde des Sceaux. Récusation du garde des Sceaux dans une ambiance tout à fait extraordinaire. Car nous avons, reproduit d'ailleurs dans le Siret ou dans le Dalloz, nous avons la plaidoirie de maître Beauviel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, plaidant la récusation. Plaidoirie d'une violence inconcevable, puisque droit dans les yeux, maître Beauviel affirme que les jésuites ne peuvent pas être jugés par l'homme politique et par le franc-maçon qui a proféré ces paroles, et il avait évidemment fait une petite sélection des interventions particulièrement musclées de Cazot. Cazot s'accroche à sa présidence, le commissaire du gouvernement Ronjat intervient et explique de manière fort argumentée que le tribunal des conflits ne jugeant pas au fond, il n'y a pas lieu à récusation. Mais il ajoute un argument absolument merveilleux, c'est que le garde des Sceaux est l'incarnation même de l'impartialité. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois le chef de la justice administrative, en tant que ministre, et le chef de la justice judiciaire, en tant que garde des Sceaux. Donc il est le seul à pouvoir mesurer véritablement l'équilibre. La délibération a lieu, le garde des Sceaux refuse de sortir,
il ne vote pas. Mais il reste au délibéré. Et, parce que, alors là, le secret des délibérés est violé partout, vous allez voir, on sait qu'à une voix, la récusation est repoussée. À une voix, la récusation est donc repoussée, et nous avons cette admirable décision, considérant que le tribunal des conflits institué pour assurer l'application du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires n'est appelé à trancher aucune contestation d'intérêt privé, que le débat porté devant lui par le préfet agissant au nom de la puissance publique s'agite uniquement entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, qu'il suit de là que les parties engagées dans l'instance qui donne lieu à l'arrêté de conflit ne figurent ni comme demanderesses ni comme défenderesses devant le tribunal chargé de le juger, que si elles peuvent produire des mémoires et faire présenter des observations orales, elles ne sont recevables à prendre aucune conclusion, que dès lors la récusation ne saurait être admise. Et puis, la décision lue, le même jour, on passe à l'examen des conflits. Et là, nous avons toutes les conclusions des commissaires du gouvernement et nous mesurons bien, je dirais, la confusion générale, la confusion intellectuelle générale qui préside à cette affaire, hors, évidemment, les pressions politiques que l'on peut imaginer. C'est que on ne voit pas l'autonomie de l'exécution forcée par rapport à personne ne la voit. Ni les avocats, ni les commissaires du gouvernement. Pour tous, l'exécution forcée, elle est vraiment incluse dans les effets juridiques de l'acte. Et donc, on va s'acharner à rechercher simplement si, parce qu'il n'y a pas de loi, le gouvernement était sorti du cercle de ses compétences, comme l'on disait autrefois. On s'intéresse à peine à la question de la légalité intrinsèque de l'emploi des scellés, puisque tout ça, c'est de l'exécution matérielle de l'acte. Et cela va donner cette décision du 4 novembre 1880, rédigée de cette manière, considérant que le décret du 29 mars donnait à la Compagnie de Jésus un délai de 3 mois pour se dissoudre, qu'il constituait donc une décision de police dont le ministre de l'Intérieur était chargé de l'exécution, que le préfet, en le faisant exécuter d'après les ordres du ministre de l'Intérieur, comme délégué du pouvoir exécutif, n'a fait qu'exécuter les prescriptions de l'arrêté précité que par suite de la délégation spéciale qu'il avait reçue à cet effet, considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcher l'exécution de cet acte administratif, considérant que si les sieurs Marquigny et consorts se croient fondés à soutenir que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi, et par suite le décret et l'arrêté précité étaient entachés d'excès de pouvoir, c'était à l'autorité administrative qu'il devait s'adresser. Donc, on renvoie la totalité de l'affaire au fond devant le Conseil d'État, parce qu'on sait bien ce qui va en sortir, mais ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que lorsque le tribunal des conflits dit que les sieurs Marquigny, s'ils se croyaient fondés à soutenir
que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi, c'était évidemment au tribunal des conflits de le dire pour dire qu'il y avait voie de fait, et donc on évacue totalement l'affaire, enfin je dirais, l'affaire est totalement évacuée. Les circonstances sont donc l'arrêt du 4 novembre. Les circonstances sont tellement tendues que deux membres du tribunal des conflits, Tardif et Lavennais, démissionnent, et nous avons leur lettre de démission. Monsieur le garde des Sceaux, ne voulant pas que mon nom, c'est Tardif, soit attaché à des décisions qui blessent ma conscience de magistrat, en consacrant des mesures que je considère comme illégales, et que ma signature se trouve au bas de celle qui serait rendue à mon rapport, j'ai l'honneur de vous adresser ma démission de membre du tribunal des conflits. Quant à Lavennais, jusqu'à ce jour, j'ai siégé au tribunal des conflits en qualité de membre élu par le tribunal lui-même. Aujourd'hui, nous ne me trouvons plus en communauté d'idées avec la majorité du tribunal sur les principes fondamentaux de la division des pouvoirs, et dans l'impossibilité où je me sens de souscrire comme rapporteur à la jurisprudence qui a prévalu dans les deux décisions de ce jour, j'ai l'honneur de vous adresser ma démission. Je joins à monsieur le secrétaire du tribunal les deux dossiers que j'avais entre les mains. Les délais sont encore plus que suffisants pour que le service ne soit pas entravé par ma retraite. Et 2 jours après, Cazaux réunit de nouveau le tribunal des conflits pour remplacer les deux démissionnaires, parce qu'il y a tous les déclinatoires de compétences ultérieures à juger. Et donc, il faut bien voir que cette décision et tout son déroulement pèse implicitement sur l'examen du déclinatoire Société immobilière Saint-Just. Nous allons le voir, à quelque chose près, à la loi près, je dirais, dans les mêmes conditions, et puis il ne fait absolument aucun doute que à la fois le tribunal des conflits, à la fois certainement le Conseil d'État veut laver, effacer ce passé un peu, enfin, ignomineux. Et c'est un signe, jamais, je le dis bien, jamais Romieux ne citera l'arrêt dans ses conclusions. Jamais, d'ailleurs, il ne citera les autres décisions. Il n'y a pas eu de jurisprudence. Sauf qu'effectivement, le tribunal des conflits, en 1880, a jugé d'une affaire. Avant d'en venir à l'arrêt Société immobilière Saint-Just, je voudrais faire un détour très rapide sur la question du délit de rébellion. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup des propriétaires qui avaient ouvertement brisé les scellés s'étaient retrouvés devant le juge correctionnel et avaient été relaxés. À cette occasion, et notamment le tribunal correctionnel de Nancy, s'est illustré en exhumant la grande théorie de la résistance à l'oppression. A réveillé cette doctrine qui était endormie, mais dont on s'aperçoit qu'il y avait une jurisprudence sporadique tout au long du XIXe. Et cette question est revenue comme une grande question du droit public français. Je voudrais, et celui qui l'a remise sur
dira le terrain de la science, c'est Chavegrin. Chavegrin, en effet, à propos d'un arrêt sur les bris de scellés de 1902, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, pose la question et d'ailleurs affirme que la théorie de la résistance à l'oppression est un élément du droit public français, mais qu'en l'espèce, on ne peut pas, on ne pouvait pas faire jouer. Et cette question va donner lieu à deux thèses qui sont donc vraiment suscitées par cette jurisprudence. Deux thèses qui sont dirigées par des personnes particulièrement intéressées au droit public. C'est Léon Duguy, avec une thèse donc sur la résistance à l'oppression d'un certain Porquier-Lagarrigue, soutenue en 1906, et puis une thèse présidée par Larnaud, dirigée par Larnaud, une thèse d'un certain Delacour, également sur la résistance à l'oppression, dans laquelle on trouvera d'ailleurs, dans le jury de laquelle on retrouvera d'ailleurs Chavegrin. Je reviendrai sur ces thèses parce qu'elles ne sont pas sans intérêt pour notre sujet. Donc, voilà. Nous sommes... la situation juridiquement n'est vraiment pas glorieuse. Est-ce que les affaires sont éteintes? Ben non. Les affaires ne sont pas éteintes parce que la magistrature continue de résister. Elle continue de résister, tandis que d'ailleurs, comme au tribunal des conflits ou au Conseil d'État, des magistrats démissionnent se refusant, et surtout des magistrats appartenant au parquet, démissionnent se refusant à prêter leur concours à ces opérations d'expulsion. Alors, évidemment, la République ne pouvait faire qu'une chose, c'était rééditer plus lourdement ce qu'elle avait fait pour le Conseil d'État. C'est, vous le savez, la loi du 30 août 1883 qui va suspendre pendant 3 mois l'inamovibilité de la magistrature et qui permettra la mise à la retraite de 614 magistrats. Dans des conditions, je dirais, vraiment de voyoucratie absolument totale, puisque cette loi du 30 août 83 sera votée le 2 août 83, mais ne sera promulguée que le 30 août 83, parce qu'on va profiter du délai pour nommer des républicains sur tous les sièges vacants avant. Donc ça fait une double, ça permet de faire une double épuration. Donc on a une magistrature solide. Reste qu'il faut résoudre cette question. Il nous manque, pour le gouvernement, il nous manque une loi. Et évidemment, cette loi, c'est la loi du 1er juillet 1901, que l'on encense tant sur la liberté d'association, mais qui comprend un titre 3 consacré aux congrégations, qui n'a pas la même teinte libérale. L'idée est évidemment de donner au gouvernement pour l'adoption de ces décrets de dissolution et d'expulsion une base légale incontestable, et ce sera l'article 13 du titre 3. Là encore, il y a un débat sur lequel qui mériterait d'être repris au regard d'ailleurs de l'actuelle jurisprudence sur les droits de l'homme. C'est que
Waldeck-Rousseau, n'est-ce pas, qui a fait, vous savez, voter cette loi, qui était président du Conseil, se trouve tout de même dans une situation un peu délicate, parce que lorsqu'on libéralise au maximum la formation des associations, pourquoi pas les associations de religieux, congrégations. Et ça, c'est bien une argumentation de juristes habiles. Tous les autres députés sont là à ressortir les vieilles idées sur la main morte. Et Waldeck-Rousseau vise là où il faut, il vise directement sur les droits de l'homme. Il vise sur le fait qu'être congréganiste, c'est violer de manière permanente les droits de l'homme. Et donc, seule une loi peut autoriser les congrégations, car seule une loi peut évidemment déroger aux libertés. On ne peut déroger à une loi que par une loi. Le principe étant constant, je pose les questions suivantes. Est-il défendu par la loi de souscrire des engagements perpétuels? Oui, c'est vrai, c'est le Code civil. Est-il défendu par la loi de renoncer à posséder, à acquérir, à faire le commerce? Ça, c'est aussi le Code civil. Oui. Les congrégations prétendent-elles faire justement ce qui est défendu? Ce n'est pas contestable. C'est parce qu'il s'agit de les autoriser à faire quelque chose que la loi ne permet pas qu'une loi est nécessaire. Et donc, cette loi donc, ce titre 3, cette loi contient un article 13 qui contient deux dispositions distinctes. Les congrégations, et c'est le raisonnement, la vie des congrégations sur le territoire français ne peut être autorisée que par une loi, et on réserve à un décret au Conseil d'État le soin, la compétence pour autoriser la fondation d'un établissement congréganiste. Personne ne définit l'établissement congréganiste. Et donc, évidemment, ce texte ranime la lutte. Mais là, on a un Conseil d'État sûr, une magistrature assurée, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et voilà, et vous verrez pourquoi ce long exposé des soubresauts politico-judiciaires me paraissait nécessaire. Nous revenons à Romieu. Et je vous l'ai dit, il a pour tâche, évidemment, cela ne fait aucun doute, d'effacer ce que j'appellerais l'effet Marquigny. Mais il lui faut aussi résorber le désordre du droit public. Lorsque Romieu vient devant le tribunal des conflits, la situation est de nouveau exécrable pour le Conseil d'État. Pour une raison très simple, c'est que le gouvernement, comme je viens de vous le dire, s'était défaussé sur la définition de l'établissement et s'est défaussé sur le Conseil d'État. Et lui a demandé un avis pour savoir ce qu'est un établissement. Et là, cet avis est tout à fait magnifique, parce qu'on pouvait penser qu'un établissement, c'était une organisation, c'était un nombre assez considérable de congréganistes réunis. Non. Un établissement, nous dit
le Conseil d'État, dans son avis du 23 janvier 1902, il traite des instituteurs congréganistes, mais c'est valable pour tous les congréganistes qui avaient des activités d'assistance ou autres, nous dit que la loi a indiqué manifestement que c'est la personnalité de l'instituteur qu'il convient d'envisager pour fixer le caractère d'établissement d'enseignement privé. Considérant dès lors que dans le cas de déclaration d'ouverture d'une école par un membre d'une congrégation, cette école, même si elle fonctionne dans un local appartenant à un tiers, n'en est pas moins un établissement congrégationniste et donc est soumis à autorisation par décret en Conseil d'État. C'est évidemment mettre le feu aux poudres, parce que ça va, il faut prendre une multitude de décrets, ce qui est bien, et il faut aussi, il va falloir, sinon, expulser, et c'est bien ce que l'on voulait faire, expulser tous ces congréganistes. Et l'affaire vraiment commence à tourner mal et le gouvernement dépose un projet de loi pour calmer l'agitation. Un projet de loi, il le dépose le 17 octobre 1902. Ce projet de loi a pour objet de donner en apparence des garanties aux congréganistes. On s'est aperçu que le texte, malfaçon ou non, je crois qu'il n'y a pas malfaçon, ce texte assortit la violation des dispositions de l'article 13 concernant les établissements congréganistes assortie de sanctions pénales. Et vous voyez l'habileté. Aux Républicains, le gouvernement dit ils résistent, il faut qu'il y ait des sanctions pénales. Aux congréganistes, on dit vous réclamez le juge judiciaire, on vous le donne, vous allez aller devant le juge correctionnel. La magistrature ayant un peu changé de composition, on était assez sûr du fait. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette loi du 17 octobre 1902, ce projet de loi du 17 octobre 1902, oui, je dis bien, a été promulgué le 4 décembre 1902, c'est-à-dire 2 jours après la lecture de l'arrêt du tribunal des conflits. 2 jours. Et précisément, la séance de la Chambre des députés du 2 décembre 1902, le jour même où est lu l'arrêt du tribunal des conflits, se pose la question de savoir si les sanctions pénales vont avoir un caractère rétroactif. Et le garde des Sceaux dit, parfaitement respectueux des grands principes du droit public français, jamais ne sont. Et se pose, évidemment, à ce moment-là, se pose le problème de la légalité des exécutions forcées qui ont été faites sous l'empire de la loi du 1er décembre
de la loi de 1901, de juillet 1901, et loi qui n'était pas assortie de sanctions pénales. Et donc, vous voyez que le débat les conclusions de Romieux, elles sont totalement encadrées par le débat parlementaire, et d'ailleurs, Romieux n'en fera pas, il aurait du mal, hein, n'en fera pas mystère. Y a-t-il eu des, je dirais, concertations entre le gouvernement et Romieux ou le Conseil d'État? On peut tout de même le supposer. Maintenant, voilà donc Romieux qui prononce ses conclusions. Et je vous rappelle donc les quatre, vous les connaissez toutes, les quatre principes. Je vais passer très vite. Pour ce qui concerne le premier principe, donc il faut que l'opération administrative pour laquelle l'exécution est nécessaire ait sa source dans un texte de loi, là, ça y est, là, on a la loi de 1901, c'est magnifique, la question est éliminée tout de suite, et on explique, Romieux explique que la situation est beaucoup plus nette qu'en 1880, on veut bien le croire. Ensuite, il faut qu'il y ait lieu à exécution forcée, là, je pense, la résistance, elle était certaine. Et puis, il faut qu'il n'y ait pas eu de sanction pénale. Car, nous dit Romieux, pas d'exécution forcée s'il y a des sanctions pénales, sauf urgence. Et il nous présente ça comme, et c'est vraiment le nœud de l'affaire, il nous présente ça comme étant un principe acquis de la jurisprudence administrative. Ce qui est faux. Ce qui est faux, ce que je dirais, pour parodier un auteur de droit public bien connu, il y avait une ambiance de subsidiarité, mais rien de plus. Et je voudrais revenir sur ce point. Car, évidemment, je me suis reporté aux arrêts cités par Romieux, dont certains ne sont pas caractéristiques, dont un est tout à fait caractéristique, non par son contenu, mais par les conclusions de son commissaire du gouvernement, conclusions qui ne sont pas citées. Alors, comment s'est formée cette idée selon laquelle l'administration ne peut pas procéder à l'exécution forcée lorsqu'il y a des sanctions pénales? Il faut, à ce moment-là, que procès-verbal soit dressé, que le contrevenant soit condamné, et puis, là, le juge pénal ordonne l'exécution. Ce principe n'a rien de naturel, et vous verrez. Alors, je suis remonté, et assez curieusement, j'ai constaté que c'était un principe assez acquis du côté de la Cour de cassation et de la chambre criminelle de la Cour de cassation à partir de 1830. Et surtout, parfaitement
énoncé dans un arrêt de cassation de Chambre réunie de 1844. Mais, et c'est comme ça que progresse le droit public, on voit que ce principe, il procède d'un contresens. Contresens sur la portée de la jurisprudence sur l'article 161 du Code d'instruction criminelle, qui est évidemment dans toutes les mémoires. Alors je vous le lis. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Sur la base de cet article 161, une abondante jurisprudence de la Chambre criminelle décide que le tribunal de police, lorsqu'il est saisi, lorsqu'il a condamné le contrevenant, ne peut jamais s'abstenir de statuer sur les demandes en restitution et en dommages et intérêts. Et évidemment, sur les demandes en restitution, ça peut être la destruction de l'immeuble, etc. Et de cette jurisprudence qui oblige le tribunal de police à prononcer l'exécution forcée, on en a tiré la conséquence que l'administration devait nécessairement saisir le juge de police pour obtenir l'exécution forcée, ce qui est un glissement de sens, mais bien connu dans notre... bien connu quand on étudie l'évolution du droit. Donc, vous le voyez, l'idée, elle est dans les milieux judiciaires, je dirais, elle est bien ancrée. Mais l'idée, elle a été exprimée d'une manière éclatante par Léon Aucoq dans un arrêt, dans ses conclusions, sous un arrêt du 11 janvier 1866, l'arrêt Augier, que cite Romieux, sans faire état des conclusions qui sont facilement trouvables, puisqu'elles sont publiées à la fois au Ciré et au Tamis. Je vais vous lire un passage qui va vous rappeler quelque chose. Or, nous admettons bien qu'en principe, l'administration qui constate une contravention aux lois et règlements sur la voirie ne peut se faire justice à elle-même. Et par exemple, si elle constate qu'une maison a été construite ou réparée sans autorisation en saillie sur l'alignement, elle ne peut pas, après avoir enjoint au propriétaire de démolir la maison ou de démolir les travaux de réparation, faire procéder elle-même à la démolition sans que la contravention ait été reconnue et qu'une condamnation ait été prononcée par le tribunal de police. Il est également certain que si le juge se borne à prononcer la condamnation à l'amende sans ordonner la démolition, ça c'est la jurisprudence judiciaire dont je vous ai parlé, l'administration ne pourra pas faire démolir. Il y a certains faits qui entravent la circulation publique, qui menacent la sécurité publique, pour lesquels l'administration doit avoir le droit de se faire provisoirement justice. Un particulier établit une barrière au travers d'un chemin vicinal. Faudra-t-il que l'administration attende un jugement du tribunal de police pour enlever la barrière? Ça me rappelle beaucoup le feu. Non, évidemment, il y a là une mesure que l'administration peut prendre d'urgence, et elle trouve la base de son pouvoir dans les dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 ou 90, qui lui donne le droit de pourvoir à tout ce qui intéresse la sûreté. Le nœud, il est là. On comprend, d'ailleurs, peut-être que c'est car Romieux cite très souvent Aucoq, que c'est peut-être aussi par délicatesse. Il ne fait aucun doute que mettre en avant la théorie d'Aucoq, alors que celui-ci a interrompu sa carrière au Conseil d'État pour les affaires qui font l'objet
on peut concevoir une légitime délicatesse. Mais pour vous montrer que rien n'est joué, et ça c'est 1866, pour vous montrer que rien n'est joué, et là, cela a certainement influencé Lecoq, parce que il a connu l'affaire, et il cite la loi, c'est la loi du 21 juillet 1898 concernant les édifices menaçant ruine. Et là, j'en reviens à ma communication sur les avis du Conseil d'État. Je vous avais dit que je reportais. Quand cette affaire est venue, le projet de loi est venu devant la Chambre des députés, les députés ont dit « Oh là là, le conflit entre le droit de propriété et le pouvoir de police, il faut demander un avis au Conseil d'État. » Et le Conseil d'État n'a pas rendu un avis, il a envoyé un contre-projet. Il a envoyé un contre-projet dans lequel, eh bien, l'exécution forcée en matière, elle était directe. Elle était absolument directe. Et ça avait soulevé unanimement à la Chambre des députés et au Sénat des résistances absolument considérables. On avait dit, mais on ne peut pas laisser à l'administration le pouvoir ainsi d'ordonner les démolitions. Il faut un juge préalable. Alors là, on avait transigé, et vous savez que ça a été finalement, ça n'a pas été